Donc, chez les eucaryotes, si vous voulez, il y a plusieurs niveaux où on peut contrôler la, l'expression d'un gène. D'accord? L'expression d'un gène. Donc, cette expression, ou bien la régulation de l'expression d'un gène, peut être contrôlée au niveau de la chromatine par ce qu'on appelle des phénomènes de méthylation. D'accord? Elle peut être contrôlée lors de la transcription. Parce que vous savez que lors de la transcription, vous allez le voir tout à l'heure au détail, lors de la transcription, vous avez des facteurs de transcription qui interviennent pour réussir cette phase de transcription. D'accord? Vous avez beaucoup de facteurs de transcription. Et ces facteurs de transcription, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont moduler l'expression de gènes. Donc, s'ils se fixent, certains facteurs, lorsqu'ils se fixent sur, bien sûr, la partie promotrice, la région promotrice, ils vont activer la synthèse, l'expression du gène. Ou bien au contraire, ils vont inhiber cette expression de gène. Et par conséquent, la régulation de l'expression, elle dépend de ces facteurs de transcription. Il y a aussi la régulation d'un gène, il est contrôlé au niveau de la maturation des ARN messagers. Donc, parce que, si vous vous rappelez, lors de la maturation de l'ARN messager, je vous ai dit qu'il y a trois phénomènes principaux qui se passent. Le capille, la coiffe, l'épissage et la polyadénylation. D'accord? Et ces trois facteurs, ils sont très très importants. Ils peuvent contrôler l'expression d'un gène. Parce que, il ne faut pas oublier que, par exemple, le capille, la coiffe, qu'est-ce qu'elle fait? Elle protège l'ARN contre les dégradations. D'accord? Donc, elle joue un rôle. La polyadénylation, elle va, elle va assurer la stabilité de cet ARN. Et elle va contribuer à la traduction. D'accord? Vous avez l'épissage qui va vous donner les différents types de protéines, puisqu'il y aura différentes excisions des introns. D'accord? Différents types d'excision des introns, etc. Donc tout ça intervient dans la régulation de l'expression d'un gène. Donc il y a aussi la régulation, elle peut se faire au niveau de la traduction. C'est-à-dire lors de la traduction, vous allez voir tout à l'heure, ou bien dans la séance prochaine, que la traduction, bien sûr, lors de la traduction, il y a des mécanismes et il y a des facteurs de traduction qui peuvent intervenir pour réguler l'expression des gènes. Et vous avez aussi les étapes post-traductionnelles. Je vous ai parlé tout à l'heure des étapes post-transcriptionnelles qui sont le capping, le splicing et la polyadénylation, mais il y a aussi des étapes post-traductionnelles, après la traduction. Certaines protéines, elles ne sont actives et efficaces que lorsqu'ils sont glycosylés, par exemple, lorsqu'ils sont liés à un glucose, ou bien phosphorylés. Donc, ce sont des modifications post-traductionnelles, qui peuvent réguler, bien sûr, l'efficacité et l'activité de ces protéines. Donc, tout ça, ce sont les niveaux où on peut contrôler la régulation de l'expression d'un gène. Donc, comme vous le voyez, ça part depuis l'ADN, depuis le début, jusqu'après la formation de la protéine, ou bien l'obtention de la protéine. Donc, ce sont des étapes où vous pouvez contrôler l'expression d'un gène. Donc, la première étape lors de l'expression d'un gène, c'est la transcription. Donc, retenez, si vous voulez, qu'il y a 5 étapes pour réussir la transcription. 5 étapes, 5 principales étapes pour réussir la transcription. La première étape, c'est la pré-initiation. La pré, c'est-à-dire avant l'initiation, pré-initiation, ça c'est très important. C'est là où vous aurez une association entre les facteurs de transcription et l'ADN.
Donc, c'est une association des facteurs de transcription et de l'ADN. Il y a formation ce qu'on appelle un complexe de pré-initiation de transcription. C'est ce qu'on appelle le PIC. Il y a formation d'un complexe. Avant de commencer la transcription, il faut former un complexe de pré-initiation de transcription. Ce complexe de pré-initiation de transcription est formé par une association entre des facteurs de transcription et l'ADN, tout simplement. La deuxième étape, c'est l'initiation de la transcription. Bon, donc, lorsque je dis initiation, c'est-à-dire l'ouverture de l'ADN, qui est double bras, bien sûr, et la synthèse de l'ARN. C'est ça l'initiation de la transcription. Donc, c'est-à-dire que là, j'aurai l'ARN polymérase 2 qui va commencer à transcrire le brin d'ADN. D'accord? La troisième étape, c'est l'élongation. L'élongation, donc c'est la synthèse de l'ARN en fin de compte. La quatrième étape, c'est l'étape de terminaison de la transcription. C'est là où l'ARN polymérase 2 va se détacher de l'ADN. Et la cinquième et dernière étape, c'est la maturation de l'ARN. Donc, c'est-à-dire que cet ARN messager subit des modifications post-transcriptionnelles, notamment le capil, l'épissage et la polyadénylisation. D'accord? Donc, ce sont, retenez bien, les 5 principales étapes de la transcription. La pré-initiation, l'initiation, l'élongation, la terminaison et la maturation. Voilà. Bien, donc pour réussir la transcription, il me faut des acteurs transcriptionnels. Je dois faire intervenir des facteurs pour réussir la transcription. Donc, comme vous le savez, il y a une transcription de base et une transcription régulée, où on fait intervenir des facteurs de régulation. Donc, dans la transcription de base, lorsque je veux transcrire un gène, j'aurai besoin de quoi? De l'enzyme pour la synthèse de l'ARN, donc c'est l'ARN polymérase 2. Vous allez voir tout à l'heure qu'il y a 3 types d'ARN polymérase. C'est l'ARN polymérase 2. Et on a besoin de facteurs généraux de transcription. J'ai besoin de protéines qui sont généralement sous forme de protéines, d'accord, qui vont activer cette transcription-là, qui vont initier, qui vont amorcer cette transcription. Donc, c'est ce qu'on appelle les facteurs généraux de transcription. Ça, c'est pour la transcription de base. Si on est dans le cas d'une transcription régulée, en plus de ces facteurs de transcription de base, on aura besoin d'autres facteurs de transcription et on aura besoin de co-régulateurs. Donc tout ça pour réguler l'expression d'un gène, tout simplement. Pour réguler l'expression du gène, bien sûr, au cours de la transcription. Là, je parle de la transcription. J'aurai besoin d'autres facteurs de transcription et j'aurai besoin de co-régulateurs. Voilà. Donc, c'est ça, en gros, les acteurs transcriptionnels, c'est-à-dire dont vous aurez besoin pour la transcription. Voilà. Bon, là, c'est juste pour vous montrer comment ça se présente, les ARN polymérases. Ça, c'est l'ARN polymérase extraite de Escherichia coli, donc de la bactérie. Chez les eucaryotes, les ARN polymérases, ils sont plus complexes que ça. D'accord? Donc, c'est-à-dire, ils sont au nombre de 3, c'est-à-dire 3 types de polymérase. Vous avez la polymérase, la pôle 1, pôle 2 et pôle 3. D'accord? Vous avez 3 types de polymérase. Chez les eucaryotes, chez les prokaryotes, pardon, vous avez un seul type de polymérase. Chez les eucaryotes, vous avez 3 types de polymérase et chaque type de polymérase, il a sa spécificité et sa fonction spécifique. D'accord? Voilà, vous avez les 3, RNA polymérase 1, 2 et 3.
Donc, dans la polymérase 1, elle est spéciale dans l'ARN ribosomal, donc pour la synthèse de l'ARN ribosomal, parce que vous savez que l'ARN ribosomal, elle provient à partir de l'ADN ribosomal, hein, d'accord? Donc, pour faire cette transcription-là, on a besoin de l'ARN polymérase 1. Là, il y a l'ARN polymérase 2, donc ça, c'est l'ARN polymérase nécessaire pour la synthèse de l'ARN messager que vous connaissez, d'accord? Donc, ça permet d'obtenir le pré-mRNA, bien sûr. Et vous avez l'ARN polymérase 3 qui intervient dans la synthèse de l'ARN de transfert et de l'ARN ribosomal 5S. Parce que ce que j'ai oublié ici de dire, je vous ai dit que l'ARN polymérase 1 intervient dans la synthèse de l'ARN ribosomal, à l'exception de 5S. 5S, la tâche de la transcription pour obtenir l'ARN ribosomal de 5S, elle est affectée à l'ARN polymérase 3. Donc c'est elle qui s'occupe de ça. D'accord? Et d'autres petits ARN euh, qui seront transcrits qui seront obtenus bien sûr, grâce à l'ARN polymérase 3. Voilà. Donc ce sont les types d'ARN polymérase chez les eucaryotes. Retenez bien, nRNA polymérase 1, 2 et 3. Et chaque type d'ARN a sa spécificité, c'est-à-dire le type de transcription, l'ADN qui va transcrire. Là, c'est le schéma toujours d'un gène chez les eucaryotes, mais avec l'emplacement des séquences régulatrices. Parce que vous savez que sur l'ADN, j'ai des séquences régulatrices de l'expression d'un gène. Donc ici, vous avez en rouge là des séquences régulatrices qui peuvent exister en amont du gène, ou bien en aval, ou bien dans le gène intragénique. Donc ça dépend des gènes. Donc vous avez toutes les possibilités, ça dépend des gènes. Vous avez des gènes où vous avez des séquences régulatrices avant, en amont, c'est-à-dire en amont du gène, ou bien en aval du gène, ou bien dans le gène. D'accord? Donc ce sont des séquences qui vont permettre la régulation de l'expression d'un gène. Donc ici vous avez là, c'est-à-dire en amont du gène, vous avez des séquences régulatrices proximales qui sont très proches du site d'initiation de la transcription. Le site d'initiation de la transcription, on le marque par +1 toujours. Donc vous avez ici, donc dans cette partie-là, vous avez des séquences régulatrices proximales. Je peux avoir des séquences régulatrices proximales que je peux avoir des séquences régulatrices distales. J'ai aussi un promoteur, ce qu'on appelle un promoteur minimal. Mais ce promoteur minimal, avec la boîte Tata et l'élément initiateur, qu'on appelle l'élément initiateur. Ce sont des séquences d'ADN qui interviennent bien sûr dans l'expression d'un gène. Donc la boîte Tata, elle n'est pas toujours... Vous allez trouver des gènes où vous avez la boîte Tata. On l'appelle Tata puisqu'elle est formée par T-A-T-A. D'accord? La boîte Tata. Et vous avez d'autres gènes où vous n'avez pas la boîte Tata. Hein? Ça dépend des gènes. Donc ça ne veut pas dire que tous les gènes ils présentent ce promoteur minimal. Non. Ça dépend des gènes. Donc, j'ai dit la séquence, donc retenez bien que vous avez une séquence régulatrice distale, une séquence régulatrice proximale et séquence régulatrice intragénique, séquence régulatrice en, en aval du gène. D'accord? Voilà. Vous vous rappelez lorsque on a dit les acteurs principaux qui interviennent dans la transcription, j'ai parlé des facteurs de transcription. Il faut retenir que le facteur de transcription, ce n'est pas un ou bien deux. Il y a beaucoup de facteurs de transcription, beaucoup de facteurs qui interviennent dans la transcription. Et chacun de ces facteurs-là, il a sa fonction. D'accord? Il a une fonction bien précise. Donc là, sur le tableau suivant, vous avez les différents facteurs de transcription. TF, c'est facteur de transcription. D'accord?
Donc vous avez TF2D, TF2A, TFB, TF2F, TF2E, etc. Donc ce sont des différents facteurs de transcription, c'est-à-dire qu'ils interviennent lors de la transcription. Et ici, vous avez leurs fonctions. Par exemple, TF2D, pardon, TF2D, il reconnaît la boîte TATA. La boîte TATA, il va la reconnaître. Donc c'est lui qui va se lier sur la boîte TATA. Et c'est sur cet ensemble-là qu'on a ce qu'on appelle le TF, voilà, sur ce complexe-là que va se fixer l'ARN polymérase. Donc l'ARN polymérase 2 ne va pas se fixer directement sur l'ADN. Mais, vous allez voir tout à l'heure, il y a déjà association entre des facteurs de transcription et l'ADN, et ensuite va être greffé sur cet ensemble-là l'ARN polymérase. Par exemple, vous prenez TF2H, il a une activité hélicase, donc c'est-à-dire elle permet la séparation des deux brins d'ADN avant la transcription. Donc vous avez plusieurs types de protéines qu'on appelle des facteurs de transcription qui interviennent bien sûr dans la préparation déjà de l'ADN pour qu'il soit transcrit et ils accompagnent l'ADN lors de la transcription. Vous voyez? Donc, ils préparent l'ADN pour la transcription et ils accompagnent bien sûr le phénomène de transcription d'ADN. Donc retenez bien qu'il y a beaucoup de facteurs généraux de transcription. Vous avez ce qu'on appelle des facteurs de transcription qu'on appelle des transrégulateurs aussi. Et ce sont des protéines aussi avec au minimum deux domaines et qui permettent bien sûr de réguler l'expression génétique. Donc vous avez la famille Ellis, Tour Ellis, je pense que vous avez déjà vu ça. Hein? La famille de protéines Adouat-Zing, la famille des facteurs agliciaires à leucine, la famille Ellis, boucle Ellis. Ce sont des familles de protéines qui se lient à l'ADN. Vous voyez ici, boucle Ellis. Ellis, boucle Ellis, ce sont des transrégulateurs. Donc ce sont des protéines qui vont se fixer sur l'ADN pour, bien sûr, réguler l'expression d'un gène. Vous avez Adouat-Zing, d'accord? Ou bien sous forme de zip ici, fermeture à zip. Donc là, c'est la structure, enfin c'est un schéma concernant le promoteur. Si vous vous rappelez, j'ai parlé tout à l'heure de promoteur proximal et promoteur distal. Donc j'ai dit le promoteur proximal, il vient juste avant le site d'initiation de la transcription. D'accord? Et vous pouvez avoir la boîte ici, TATA, vous pouvez avoir une autre boîte qu'on appelle CAT, vous pouvez avoir une boîte qui est riche en GC, ça dépend des gènes. Ça, c'est un schéma qui rassemble les différentes séquences que vous pouvez trouver. Vous pouvez les trouver ensemble quand vous pouvez trouver une et vous ne trouvez pas une autre. D'accord? Mais ce sont les séquences, si vous voulez, qui existent dans le promoteur. Les éléments du promoteur, si vous voulez. Donc, lorsque vous parlez de promoteur minimal, un promoteur minimal, comme son l'indique, c'est-à-dire le minimum qu'il faut pour démarrer la transcription. Un promoteur minimal, c'est le minimum qu'il faut. Voilà. C'est-à-dire que c'est la plus petite unité nécessaire et suffisante à l'initiation de la transcription. C'est ça ce qu'on appelle le promoteur minimal. Bien sûr, les deux autres composantes de la transcription, vous les connaissez, c'est l'ARN polymérase, bien sûr, et les facteurs généraux de transcription. Donc, un promoteur minimal, c'est une séquence, c'est la plus petite séquence, ou bien la plus petite unité nécessaire pour démarrer la transcription
en présence bien sûr des autres facteurs, c'est-à-dire les facteurs généraux de transcription et l'ARN polymérase. Ça, bien sûr, c'est indiscutable. Là, c'est nécessaire. Hein. Donc, retenez que le promoteur minimal est défini comme la plus petite unité nécessaire et suffisante à l'initiation de la transcription. Donc, dans le promoteur minimal, je peux avoir la boîte TATA, la boîte TATA, qui est présente dans la majorité des gènes. Il peut y avoir d'autres éléments initiateurs, bien nécessaires à l'initiation de la transcription. Donc, c'est initiator element, donc c'est l'élément initiateur. On l'a vu tout à l'heure ici, si vous vous rappelez. Voilà, non? Élément initiateur, j'ai parlé de ça tout à l'heure. Vous avez la boîte data, élément initiateur. Voilà. Il y a aussi d'autres éléments qu'on appelle DPE ou bien BRE. Donc, ce sont des séquences, si vous voulez, qui sont nécessaires, enfin, qui sont nécessaires, que, que vous pouvez trouver comme faisant partie du promoteur pour démarrer la transcription d'un gène. Donc là, j'ai résumé le TAT, l'INR, DPE, BRA, BRE, tout ça, vous pouvez les trouver, bien sûr, lors de l'initiation, comme séquence initiatrice de la, bien nécessaire pour l'initiation de la transcription. Donc là, c'est le détail du promoteur avec une boîte TATA. D'accord? Donc TATA, c'est quoi? C'est un motif qui est formé de TA, TAAA. Donc, c'est une séquence qui est formée de T et de A, comme vous le voyez. Sa situation, il est à moins 30 nucléotides en amont lorsque vous trouvez un chiffre négatif, c'est-à-dire c'est avant. Parce que le plus 1, c'est le site d'initiation de la transcription. Tout ce qui est avant est négatif. D'accord? Par exemple, ici, voilà. Moi, je parle de moins 30 paires de bases, moins 100 paires de bases, parce que c'est avant le plus 1. Donc, la boîte TATA, elle se trouve à moins 30 paires de bases, c'est-à-dire qu'il faut s'éloigner 32 paires de bases avant le site d'initiation de la transcription pour trouver la boîte TATA. Donc, c'est à moins 30 paires de bases. Permet la fixation de l'ARN polymérase 2 sur l'ADN par l'intermédiaire de la protéine TBP, Tata Binding Protein, TBP. Donc vous voyez ici, l'ARN polymérase ne va pas se fixer directement sur l'ADN, mais il y aura formation d'une protéine de liaison qu'on appelle Tata Binding Protein, qui elle va se fixer sur la boîte Tata, et ensuite vous aurez l'ARN polymérase qui vient se fixer sur ce complexe. Donc, c'est tout un ensemble, c'est tout un ensemble de protéines qui interviennent, si vous voulez, dans l'initiation de la transcription. Donc voilà un schéma pour vous expliquer un peu comment ça se passe. Donc, concernant la transcription de l'ADN en ARN messager, c'est-à-dire en présence d'ARN polymérase 2, quand vous le voyez, vous avez l'ADN, c'est en noir ici, vous avez la séquence TATA, TATA. Donc vous voyez que il y a une reconnaissance entre cette séquence TATA et Tata Binding Protein, donc protéine qui se fixe sur TATA. Ensuite, vous avez un ensemble de facteurs de transcription qui vont se fixer ici, avec bien sûr l'ARN polymérase. Quand vous le voyez, l'ARN polymérase, elle reconnaît le complexe. Elle ne reconnaît pas l'ADN directement, mais elle reconnaît le complexe formé entre la boîte Tata et les facteurs de transcription. D'accord? Donc, là, vous avez les trois cas. Le cas où vous avez l'action de l'ARN polymérase 1, 2 et 3. Donc, ce qu'on voudrait vous dire ici, que quel que soit le type de RNA polymérase, d'accord,
Elle se fixe, elle reconnaît la TBP, c'est-à-dire la Tata Bendine protéine, comme vous le voyez ici, elle reconnaît toujours la TBP pour, bien sûr, démarrer la transcription. Donc, quelle que soit la polymérase, TBP est la sous-unité du complexe d'initiation qui assure le premier contact avec l'ADN. Le premier contact avec l'ADN lors de la transcription se fait entre la boîte Tata et la TBP. D'accord? Il y a d'autres boîtes qui sont associées à la boîte Tata. Donc, c'est la boîte 4. Donc, j'ai parlé de ça tout à l'heure. Ici. Voilà, la boîte 4. Elle peut être associée à la boîte Tata, vous la voyez, ou bien la boîte riche en GC. Ce sont des boîtes que vous pouvez trouver, bien sûr, dans la séquence promotrice. La boîte GC, la boîte CA4, la boîte GC, l'élément initiateur, sa séquence, l'INR, on a parlé de l'INR tout à l'heure, donc tout ça vous l'avez dans le schéma, l'élément BRE, et vous pouvez avoir des promoteurs qui sont dépourvus de la boîte Tata, c'est-à-dire la boîte Tata, vous n'allez pas la trouver dans 100% de gènes. Il y a des gènes qui sont dépourvus de la boîte Tata. C'est pour cela qu'on dit que la boîte Tata n'est pas indispensable. Peut-être si vous faites une expérience sur un gène, l'expression d'un gène in vitro, l'expression d'un gène qui contient la boîte Tata, et vous faites la délétion de cette boîte Tata, peut-être que vous allez voir l'effet de cette boîte Tata sur l'expression du gène. Ça, s'il existe, c'est-à-dire qu'il sert à quelque chose. Mais il y a des gènes qui fonctionnent sans la boîte Tata, c'est-à-dire qu'ils ont d'autres séquences. Vous avez vu les séquences promotrices, il y en a d'autres. Hein. Vous avez d'autres séquences qui sont nécessaires et suffisantes pour démarrer la transcription du gène. Donc, tout ça pour vous dire que la boîte Tata, elle n'est pas indispensable. Hein. Il y a des gènes qui ne présentent pas de boîte Tata, mais ils présentent d'autres éléments régulateurs. Donc, il y a aussi des éléments régulateurs de la transcription dans le promoteur distal. Vous vous rappelez, on a parlé du promoteur proximal et du promoteur distal, qui est très loin du gène. D'accord? Donc, vous pouvez avoir des éléments régulateurs. Il y a deux séquences qui sont très importantes qu'on connaît. Ce sont des séquences activatrices du gène ou bien des séquences inhibitrices. D'accord? Les activatrices, on les appelle des enhancers et les inhibitrices silencers. D'accord? Donc, ce sont des séquences qui existent en amont du gène. Ils sont très loin, très éloignés, mais qui jouent un rôle dans la régulation du gène, soit qu'il active la transcription, soit qu'il inhibe la transcription. Donc, lorsque ce sont des séquences qui activent, on parle d'enhancer, et lorsque c'est une séquence qui inhibe, on parle de silencer. Donc, je vous ai dit que la transcription, elle commence par un complexe, le complexe de pré-initiation de la transcription. Hein? Le PIC, le fameux PIC, PIC, dont j'ai parlé tout à l'heure. Bon, là, c'est un schéma général, si vous voulez. Vous pouvez le voir à tête reposée pour voir les différents facteurs de transcription qui vont se lier. Voilà, vous avez de l'ADN ici, la boîte Tata, vous avez l'élément initiateur, l'INR, le site plus 1, le site d'initiation de la transcription, et vous avez tous les facteurs de transcription qui vont se fixer, bien sûr, sur l'ADN pour amorcer, pour commencer la transcription, bien sûr. Donc, vous avez tous les facteurs. Ici, TBP, la fameuse TB, Tata Bendine protéine, qui vient se fixer sur la boîte Tata.
Ensuite, TF2B, facteur de transcription TF2F. Et ensuite, bien sûr, vous avez le complexe qui sera joint par l'ARN polymérase 2. Donc, pour qu'elle commence la synthèse de l'ARN. Il y a d'autres facteurs, bien sûr, qui vont se lier. Le facteur de transcription qui a une activité hélicase pour ouvrir la double hélice, etc. Donc, vous avez tous les facteurs ici. Et voilà, ici, vous avez tout le complexe nécessaire, bien sûr, de pré-initiation de la transcription, le PIC, avec les explications, si vous voulez, parce qu'il y a un complexe, il y a formation d'un complexe 1, ensuite un complexe 2, un complexe 3, jusqu'à ce que j'ai tous les éléments nécessaires pour faire la transcription. Voilà. Donc là, vous pouvez voir ce schéma-là à tête reposée, il est très important et il est facile à comprendre. Donc le complexe, je reviens ici sur le complexe de pré-initiation. Donc qu'est-ce que j'ai dit? TF2D se fixe par l'intermédiaire de la protéine TBP, Tata Binding Protein, sur la boîte Tata. La fixation de ce complexe, il permet la reconnaissance du site de démarrage de la transcription par l'ARN polymérase 2. Il y a formation d'un complexe numéro 1, le complexe 1. Il est constitué de TF2D sur la boîte Tata, donc TF2D avec la boîte Tata, qui s'associe à TF2V et génère ce qu'on appelle le complexe 2. Sur ce complexe 2, vous avez des facteurs de transcription qui vont être liés pour générer le complexe 3, etc. Donc vous avez complexe 3, le complexe 4, le complexe 5, donc vous avez formation d'un complexe, enfin vous avez tout ici, c'est bien expliqué, c'est clair, il suffit de lire pour savoir les différentes, si vous voulez, les différentes étapes de la formation du complexe de pré-initiation et de la transcription, puis le démarrage de la transcription. Voilà ici le complexe assurant une initiation efficace de la transcription. Donc, comme vous le voyez ici, vous avez les différents facteurs, TBP, TF2B, etc. Voilà, vous avez en jaune ici l'ARN polymérase 2, etc. Donc, l'initiation de la transcription se fait sur la boîte data ou bien en combinaison avec d'autres éléments initiateurs de la transcription. Donc ça, je vous ai parlé de ça tout à l'heure. Donc retenez bien que les mécanismes régulateurs de la transcription, ils dépendent des circonstances physiologiques, ce qui permet d'ajuster le taux de transcription aux besoins cellulaires. Donc les cellules, vous savez, en fin de compte, ils répondent à des signaux intra- et extracellulaires en activant ou bien en réprimant certains gènes. Donc, donc la régulation de l'expression, elle va aboutir à la synthèse d'un ARN pré-messager. Cet ARN pré-messager, chez les eucaryotes, il va subir une maturation post-transcriptionnelle au niveau du noyau avant d'être traduit en protéines dans le cytoplasme. Donc, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Voilà. Donc, il y a des phénomènes de maturation des ARN pré-messagers. Donc, les maturations, comme j'ai dit tout à l'heure, vous avez le capine, vous avez voilà la coiffe, vous avez l'épissage et vous avez la polyadénylisation. Voilà. Donc, dans cette partie-là, on va parler de ces trois phénomènes de maturation.
Bien. Donc, les exons et les introns, ils sont transcrits en premier, d'abord pour donner une longue molécule d'ARN. C'est ce qu'on appelle le transcrit primaire, ou bien un pré-ARN messager. C'est pour cela qu'on dit précurseur. L'ARN messager. Ce n'est pas le mature, mais c'est un pré-ARN messager. Donc, sur l'ARN messager, on a addition d'une coiffe en 5', une poly-A en 3', et des phénomènes d'excision et épissage. Donc, c'est le splicing. Donc, on a une modification post-transcriptionnelle de l'ARN pour donner un ARN mature. Donc, on dit que les ARN eucaryotes, ils sont coiffés. Ils sont coiffés parce qu'ils présentent à leur extrémité 5', ici une base, une guanine, qui est méthylée. D'accord? Donc, la coiffe ou bien cap, c'est un 7-méthylguanosine. D'accord? GMP ayant un groupement méthyle sur l'atome d'azote en position 7. Donc, la coiffe, elle se met, comme vous le voyez ici, c'est la coiffe. D'accord? Elle se met sur l'extrémité 5' de l'ARN. Donc, cette coiffe-là, elle se met en place dès le début de la transcription. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Que l'ARN messager n'aura plus d'extrémité 5' libre. Elle est coiffée. C'est comme si vous mettez une cape. Voilà. Elle est coiffée par la 7-méthylguanosine. Donc, elle est protégée en quelque sorte. Parce que la coiffe, elle est très importante. Elle protège l'ARN contre les dégradations par les nucléases. D'accord? Ça permet de protéger l'ARN messager. Donc, elle ne sera pas dégradée. Donc, elle protège l'extrémité 5' de l'ARN messager de l'attaque par les enzymes. Donc, c'est ce que je viens de dire. Et elle joue également un rôle important dans la reconnaissance des ARN. Elle est aussi nécessaire, vous voyez, elle intervient même dans la traduction. Elle est nécessaire pour la liaison de la petite sous-unité du ribosome. Lors de la traduction, vous savez qu'il y a le ribosome qui va se lier, bien sûr, la petite sous-unité du ribosome qui va se lier à l'ARN messager. Donc, cette coiffe-là, elle est nécessaire pour cette liaison-là. Voilà. Donc, elle a beaucoup de rôles. Elle joue un rôle très important et beaucoup de rôles importants, bien sûr, dans la stabilité de l'ARN messager et dans la continuité de l'expression du gène, c'est-à-dire lors de la traduction, notamment dans la reconnaissance euh, ribosome ARN messager. Voilà. Donc vous avez, c'est-à-dire l'ARN messager, ils sont polyadénylés, présentent une séquence poly-A. Donc ils sont coiffés et polyadénylés. Donc la queue poly-A, ce qu'on appelle la queue poly-A, elle s'effectue immédiatement après que le messager a été transcrit. Une fois que vous finissez la transcription, le pré-messager, il est prêt, donc il y a le poly-A qui va bien sûr se former. Donc, les ARN messagers sont clivés dans leur partie 3', une vingtaine de bases en aval de la séquence. Bon, là, c'est pour vous expliquer comment ça se présente et quelles sont les protéines qui sont nécessaires, si vous voulez, pour ce clivage-là et pour l'addition des poly-A, c'est-à-dire les adénosines consécutives qui vont se lier à l'extrémité 3' de l'ARN messager. Donc la queue poly-A, elle va s'associer à d'autres protéines qu'on appelle poly-A-binding protein. Et cette association, elle va assurer une stabilité des messagers. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'ARN messager est très fragile.